Ferrari se retrouve confronté à un autre bouleversement interne et cette fois-ci, cela concerne un département extrêmement crucial, celui de l'unité de puissance pour l'année 2026. En effet, deux figures essentielles liées au nouveau règlement et au projet Ferrari 2026 vont quitter l'équipe. Voyons en détail de qui il s'agit et quelles conséquences cela a pour Ferrari. Mais pas seulement, examinons aussi les déclarations de Prost sur Hamilton, ce que Leclerc a dit sur la course de Bakou, les propos de Verstappen sur Christian Horner et le travail de Laurent Mekies, car cela a suscité beaucoup de discussions. Ensuite, voyons aussi la réclamation de Williams et le rejet par Stefano Domenicali d'une nouvelle équipe. Avant de commencer, je recommande de mettre un j'aime pour soutenir, de s'abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater des nouvelles sur la F1 et Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite. Selon ce qui a été rapporté par Autoracer.it, Maranello s'apprête à dire au revoir à deux figures clés. Le premier départ important concerne Wolf Zimmermann, responsable de la Power Unit 2026. Zimmermann, allemand, était chez Ferrari depuis 11 ans et avait été placé à la tête du projet moteur depuis 2023. Il suivait donc de près l'évolution de la nouvelle unité hybride qui fera ses débuts l'année prochaine. La rumeur le voit très proche de Mattia Binotto pour potentiellement rejoindre le projet Audi Formula 1 qui fera son entrée officielle dans le championnat en 2026. La deuxième perte significative est Lars Schmidt, ingénieur principal en charge du développement de la section endothermique. Lui également, selon les rumeurs persistantes, serait en route vers Audi. Et ici, nous abordons le sujet du cœur thermique du moteur. Une partie qui, avec les nouveaux règlements, devra coexister avec un système électrique qui représentera 50% de la puissance totale. En d'autres termes, deux hommes clés de la prochaine génération motoristique de Ferrari risquent de travailler contre la Scuderia dès 2026. Et c'est un problème sérieux, non pas parce que Ferrari n'a pas d'autres ingénieurs de valeur, mais parce qu'il s'agit de figures qui connaissent parfaitement la philosophie interne de Ferrari. Ils connaissent les choix techniques et la direction de développement du projet. Les voir migrer vers un concurrent direct comme Audi signifie offrir un savoir-faire précieux à un rival, qui cherchera immédiatement à croître dans le nouveau cycle réglementaire. Cependant, il y a un revers. Toute la responsabilité repose maintenant sur Enrico Gualtieri, qui aura carte blanche et pleine autorité sur l'unité de puissance 2026. Un choix qui assure une continuité, car Gualtieri est déjà impliqué dans le projet, mais qui augmente aussi la pression. Une grande partie de l'avenir de Ferrari dépendra de lui, car le point est clair, en 2026, celui qui réussira la Power Unit pourra s'assurer des années de domination comme l'a fait Mercedes en 2014. Et ce n'est pas un hasard si dans le paddock on parle déjà d'une Mercedes en avance dans le développement du nouveau moteur. Frédéric Vasseur à Monza a été très clair, Ferrari est entièrement focalisé sur l'année 2026, cependant il en va de même pour les autres concurrents Red Bull, Mercedes, Audi et Honda. Tous ont pratiquement déjà suspendu les mises à jour de l'année 2025 afin de se concentrer pleinement sur le nouveau cycle technique. Et cette double perte représente un signal d'alarme extrêmement important. Après une année 2025 qui s'est avérée décevante, Ferrari ne peut absolument pas se permettre d'arriver en retard au nouveau règlement. Et si Zimmermann ainsi que Schmitz rejoignent effectivement Audi, Maranello devra impérativement protéger le reste de l'équipe technique et prendre des mesures appropriées. Non seulement il devra également protéger son savoir-faire, car perdre des cerveaux est une chose, les livrer à l'ennemi direct en est une autre. En substance, 2026 risque d'être vraiment le moment de vérité. Celui qui se présente prêt avec l'unité de puissance adéquate pourra ouvrir un cycle véritablement gagnant. Et si Mercedes confirme son avantage compétitif et qu'Audi parvient à croître rapidement grâce à ses acquisitions stratégiques, Ferrari ne pourra absolument rien se permettre de rater. En considérant que l'année prochaine, le plus grand changement se produira précisément sur les moteurs 2026, perdre des ingénieurs comme Zimmermann et Smith, eh bien c'est une grande perte pour Ferrari. Pourquoi allez-vous rivaliser avec Mercedes qui ne perd personne de son département moteur, qui selon tout le monde est déjà en avance sur le développement ? Red Bull sera l'équipe qui aura le plus de difficultés avec le nouveau moteur Red Bull Powertrains développé en interne par Red Bull pour un mouvement qui leur rapportera à long terme. Car ils disposeront de tout en interne, sans nécessité de tiers pour les moteurs, d'autant plus que l'aérodynamique et le développement de l'unité de puissance vont de pair. Si vous avez une voiture avec une certaine aérodynamique, vous voulez que le moteur soit développé d'une certaine manière, pour l'adapter au mieux. Et cela, Red Bull l'a compris. Un peu tard, mais ils l'ont compris. Donc pour Ferrari, cette perte est importante car ces deux ingénieurs iront chez Audi pour développer l'Audi dans le futur qui veut redevenir compétitive en Formule 1. Et la question se pose naturellement, comment y a-t-il eu des contacts entre Zimmermann et Smith avec Audi ? Mattia Binotto aura-t-il servi d'intermédiaire ou y aura-t-il eu un contact direct d'Audi avec ses ingénieurs ? Le fait que ce soit des ingénieurs allemands qui rejoignent l'équipe mère en Allemagne, à savoir Audi qui fait partie du groupe Volkswagen, n'est pas une coïncidence. Cela souligne encore une fois à quel point la position du siège et les contacts internationaux qu'une équipe possède sont centraux, car ils influencent également l'écosystème interne de l'équipe.
Cela dit, écoutons également les déclarations de Prost sur Lewis Hamilton. La saison 2025 devait être celle de la renaissance pour Ferrari. Avec l'arrivée de Lewis Hamilton, nous avons ensuite vu que le mariage n'a pas encore décollé et le point le plus bas est arrivé avant la pause estivale lorsque Hamilton s'est même défini comme inutile. Puis nous avons vu l'erreur de Zandvoort après la pause estivale avec le retrait anticipé et une pénalité de 5 places sur la grille à Monza pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes. Pourtant, au GP d'Italie, quelque chose a changé. Hamilton, parti 10e, a terminé 6e, montrant plus de confiance avec la SF25. Poussé également par l'accolade des supporters, cela est inévitable. Mais les critiques n'ont pas manqué. À 40 ans, beaucoup commencent à se demander si le talent qui l'a rendu l'un des plus grands s'est désormais estompé. Mais pour dissiper les doutes, une voix influente est intervenue, à savoir Alain Prost. Le quadruple champion du monde et ancien pilote Ferrari en 1990 et 1991 a défendu le Britannique dans une interview à l'équipe et a déclaré que lorsque vous gagnez avec Ferrari, c'est mieux que dans n'importe quelle autre équipe, mais quand vous n'y parvenez pas, c'est pire que dans n'importe quelle autre équipe. Je ne crois absolument pas que le talent de Lewis Hamilton ait diminué ou, pire, ait été perdu. Et ces mots font évidemment réfléchir car Prost connaît bien les dynamiques de Maranello. Il sait ce que cela signifie de conduire avec le poids du cheval cabré sur les épaules. Et sa phrase résume parfaitement la situation que vit Hamilton chez Ferrari. Au sein de cette équipe, tout est considérablement amplifié. Ainsi, Hamilton demeure un champion intact. Le problème n'est pas sa vitesse, mais plutôt l'adaptation à une voiture qui ne parle pas encore sa langue. Je m'explique bien, Hamilton ne s'est jamais adapté aux voitures à effet de sol. Il l'a démontré à partir de 2022 où il a été battu même par Russell. La SF25 est un projet né avec de nombreuses limites et pour un pilote qui a conduit pendant des années une Mercedes qui au début était faite sur mesure mais est ensuite devenue ingérable. Dans les années de l'ère de l'effet de sol, la transition est brutale et à 40 ans, on ne peut pas se permettre de perdre du temps à s'adapter. Il faut immédiatement un package gagnant qui s'adapte à votre style de conduite. Le talent ne s'efface donc pas et Prost a raison, Lewis peut encore faire la différence, mais il faut que Ferrari lui fournisse une monoplace compétitive. Si en 2026, avec les nouveaux règlements, Ferrari est en tête, Hamilton pourra encore écrire des pages historiques. Si, en revanche, cette Ferrari reste la même, nous risquons de nous souvenir de son passage à Maranello comme d'une grande occasion manquée. Et objectivement, nous voyons des limites structurelles de cette SF25. Le sous-virage reste chronique et la modification de la suspension arrière a légèrement élargi la fenêtre de réglage, mais n'a pas résolu les problèmes de fond. Il y a aussi la question du fond plat où Ferrari reste silencieuse et Leclerc a dressé un bilan de la situation de Ferrari en ce moment. Ferrari a quitté Monza sans le podium que les fans espéraient. Charles Leclerc a terminé 4e après une course solide, tandis que Hamilton est remonté jusqu'à la 6e place depuis la 10e position sur la grille. Cependant, la S25 a confirmé des limites structurelles que même le réglage extrême à faible appui, préparé pour Monza, n'a pas réussi à masquer. Archivé le GP à domicile, Maranello regarde vers l'avenir. Le calendrier mène maintenant à Bakou et Singapour, deux circuits qui ont historiquement souri à Ferrari. Leclerc est convaincu que là-bas, et aussi à Las Vegas, la Scuderia pourra réduire l'écart avec les meilleurs. Baku est un circuit que j'aime beaucoup et où j'ai été performant par le passé, a déclaré Leclerc. Singapour est particulier et là-bas la qualification est très importante. C'est pourquoi je pense que lors de ces courses, nous pourrions être plus proches, mais nous n'arriverons pas comme l'une des deux équipes favorites. Une déclaration lucide et réaliste. Charlon se cache, McLaren est la première force du championnat, pratiquement partout, et quand ce n'est pas le cas, il y a toujours Verstappen prêt à en profiter. Aujourd'hui, Ferrari doit faire face aux deux. Selon Leclerc, la Scuderia abordera les prochaines courses en tant que troisième force, avec la possibilité de monter sur le podium uniquement si Red Bull rencontre des problèmes, mais la victoire n'est pas à portée. Si Red Bull rencontre des difficultés, nous serons peut-être la deuxième force, mais nous ne serons jamais la première, ce sera de toute façon compliqué. Aussi parce que Frédéric Vasseur a confirmé à Pau Monza qu'il n'y aura pas de nouveautés et a déclaré seulement des ailes différentes en fonction de la charge requise par les circuits, mais les voitures resteront les mêmes jusqu'à la fin de la saison. Bakou, Singapour et Las Vegas pourraient apporter des satisfactions, peut-être un podium ou une victoire si tous les planètes s'alignent, mais le véritable enjeu est 2026. Ferrari doit être prête avec une voiture enfin à la hauteur. Les supporters peuvent encore digérer une année 2025 amère, mais pas un autre cycle réglementaire commencé en retard. C'est la représentation lucide de Cato Leclerc de Ferrari en ce moment. Une Ferrari compétitive à Bakou, Singapour et Las Vegas, des circuits relativement diversifiés, mais où la vitesse maximale est essentielle, en particulier à Bakou et Las Vegas. À Singapour, il est nécessaire d'être rapide lors des qualifications et de bien gérer les bordures, là où Red Bull éprouve un peu plus de difficultés. Une fois devant, il sera plus facile de gérer les pneus, mais il sera fondamental de préparer le réglage à l'avance et d'avoir une bonne garde au sol pour mieux absorber les irrégularités de la piste.
Je pense aux différentes bosses. Un circuit comme celui de Bakou qui est plein de bosses, étant donné que c'est un circuit urbain, il sera important de développer un réglage sur mesure. Mais écoutons aussi ce que Verstappen a dit sur Laurent Mekies et Christian Horner. Max Verstappen a remporté sa 66e victoire en carrière. Là, un fan de Monza avec une Red Bull enfin plus compétitive. Le succès est véritable. Il s'est produit sur un circuit à faible appui aérodynamique qui a mis la McLaren en difficulté et a mis en lumière la RB21. Cependant, le progrès est manifeste. Déjà à Zandvoort, Verstappen avait montré des signes encourageants, mettant la pression sur Norris et Piastri comme cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Cette progression, selon le néerlandais, a un nom et un prénom, Oran Mekies. Et dans ses paroles, on entrevoit également une pique à l'ancien directeur d'équipe, Christian Horner, avec qui les relations s'étaient tendues au point de pousser Red Bull à changer de cap après 20 ans de collaboration. En effet, je viens de le dire, jusqu'à présent, nous avons disputé de nombreuses courses où nous essayions des configurations drastiques, montrant que nous n'avions pas la situation sous contrôle et que nous ne savions pas vraiment quoi faire. Loran, grâce à sa formation en ingénierie, pose aux ingénieurs les bonnes questions, pleines de bon sens, et cela fonctionne très bien. Le champion du monde a ajouté que certaines choses essayées nous ont donné une idée de la direction à suivre, et c'est sur cela que nous avons continué à travailler. Déjà, à Zandvoort, nous avons avancé d'un pas qui semblait marcher, et ici, à Monza, un autre a été franchi, me donnant de meilleures sensations. C'est une déclaration forte, non pas parce qu'elle attaque directement Horner, mais parce qu'elle montre que le vrai problème de Red Bull 2025 n'est pas seulement technique, mais aussi gestionnaire. Mekies est en train de reconstruire une méthode ramenant l'ingénierie et le bon sens au centre de Red Bull. Avec la course de Monza, cela ne signifie pas que Red Bull est redevenu la voiture à battre. McLaren demeure en tête, West Ham en est conscient. Ainsi, la décision radicale de se séparer de Horner au profit de Laurent Mekies semble avoir remis Red Bull sur le bon chemin. En 2026, il y aura aussi le changement de moteur qui aura un impact important sur eux, probablement en leur défaveur. Cependant, il y a un fait, Max, après des mois de critiques, a retrouvé confiance dans le projet. Et c'est un signal fort. Car cela signifie que Max Verstappen veut rester chez Red Bull avec cette organisation. Mais parlons aussi du cas Williams, car il y aura l'appel de Carlos Sainz concernant l'incident survenu avec Liam Lawson lors du GP des Pays-Bas. Examinons en détail de quoi il est question. Le vendredi 12 septembre à 15h30, les commissaires se réuniront en visioconférence pour évaluer le recours déposé par l'équipe Williams contre la pénalité de 10 secondes infligée au conducteur espagnol. Effectivement, au premier virage du circuit de Zandvoort, Carlos Sainz et Liam Lawson ont eu un contact. Les commissaires ont attribué la responsabilité à l'Espagnol, jugeant qu'il n'avait pas le droit à la trajectoire et devait complètement lever le pied. D'où la pénalité qui a fait débat, car elle est interprétée comme une application particulièrement sévère des directives de la FIA. Les règles actuelles stipulent que si un pilote à l'intérieur arrive au point de corde en premier, il a droit à la trajectoire et n'est pas obligé de laisser de l'espace. Dans le cas de Zandvoort, cependant, les commissaires ont estimé que Sainz n'était pas suffisamment en avance, donc le contact a été jugé de sa faute indépendamment du survirage de Liam Lawson. Et Williams conteste justement cela. Selon l'équipe, il faut plus de clarté car les interprétations changent trop souvent et les pilotes ne savent plus jusqu'où ils peuvent pousser dans les duels. Mais que se passera-t-il le 12 septembre? L'audience de la FIA aura deux phases. D'abord, il faudra voir si Williams a de nouvelles preuves importantes non disponibles lors de la décision. C'est une exigence prévue par l'article 14.3 du Code sportif international. Dans la deuxième phase, uniquement en cas de résultat positif de la première phase, l'incident sera réexaminé sur le fond et la révision de la sanction sera évaluée. Les experts restent cependant sceptiques, les images disponibles étaient déjà complètes, il est donc difficile que de nouveaux éléments émergent vraiment. Même si la pénalité était réduite ou annulée, le résultat ne changerait pas le classement du Grand Prix, mais la valeur symbolique et réglementaire serait importante. Pour moi, cette affaire dépasse les 10 secondes de pénalité. Le vrai problème est la cohérence de la FIA dans les duels roue à roue. Ces dernières années, on a vu des décisions contraires dans des situations similaires. Parfois, le pilote à l'intérieur est protégé, d'autres fois non. Williams ne cherche pas à renverser un résultat, mais à pousser la FIA à établir des critères plus clairs et c'est un point crucial. Les pilotes doivent absolument savoir jusqu'à quel point ils peuvent aller sans risquer de recevoir une pénalité. Je pense que Sainz a effectivement trop forcé, mais la sanction semble sévère comparée à d'autres épisodes récents qui n'ont pas été sanctionnés. Et c'est là le véritable problème, l'incohérence. Si la FIA n'intervient pas, le risque est que chaque duel devienne une roulette réglementaire, et cela nuit au spectacle autant qu'un contact sur la piste. Cette discussion sera cruciale car elle déterminera aussi les contacts futurs. Si les 10 secondes de pénalité de Sainz sont annulées, cela signifierait que sa manœuvre n'était pas incorrecte et que de nouvelles preuves l'innocentent. Car dans cette situation, la sanction n'aurait pas dû être imposée à Ozon non plus. Il a subi un survirage, il a heurté Sainz, mais infliger une pénalité à Sainz me paraît vraiment excessif.
Cependant, nous verrons ce que décidera la fédération le 12 septembre. Concluons en parlant de Stefano Domenicali qui s'est exprimé de manière négative sur l'admission d'une nouvelle équipe. La Formule 1 n'ira pas au-delà des 11 équipes déjà prévues avec l'arrivée de Cadillac en 2026. Cela a été clairement réaffirmé par Stefano Domenicali, président et PDG de Liberty Media, soulignant que le circus a désormais atteint sa limite logistique et commerciale. Domenicali s'est avancé et a déclaré que nous n'évaluerons qu'une offre de grande importance car nous sommes déjà arrivés à un point où il n'y a plus de place. D'un point de vue logistique, nous avons atteint la limite avec une multitude de demandes, de même pour les équipes. C'est la raison pour laquelle nous devons faire preuve de prudence et préserver ce que nous avons construit. Et il a également ajouté qu'avec Andretti, nous ne voyons pas la substance nécessaire. En revanche, avec General Motors, nous avons reconnu un investissement significatif et un plan décennal. C'est pourquoi nous avons exprimé un avis favorable. Et le véritable enjeu reste également la répartition des revenus. Avec 12 équipes, le gâteau resterait de la même taille mais avec plus de parts. C'est pourquoi la Formule 1 et les constructeurs déjà présents ne souhaitent pas élargir davantage le nombre d'équipes. Domenicali laisse cependant une ouverture. Si une offre incontournable arrivait, la porte pourrait se rouvrir. Selon moi, la position de Domenicali est pragmatique. Limiter l'accès sert à protéger la valeur des équipes actuelles et à garantir la stabilité financière. Cependant, il ne faut pas bloquer toutes les entités voulant accéder à la Formule 1, sinon on risque de ne pas enrichir le championnat. Avec l'arrivée de Cadillac et Audi déjà confirmés, le paddock est en effervescence et je dirais même qu'il est déjà complet. Et le message est clair, soit vous êtes un géant de l'automobile, soit vous n'entrez pas. C'est l'avenir de la Formule 1 qui devient de plus en plus fermée et de plus en plus sélective. Un choix qui est logique du point de vue des affaires, mais moins du point de vue sportif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des sujets abordés dans la vidéo. Je suis curieux de vous lire et de répondre à chacun. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici,